Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau 33 minutes bien investi. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va laisser la parole à notre intervenante du jour, Léa, qui va se présenter juste après. Mais je vous redonne quelques petites infos. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas ou en haut de votre écran et on y répondra à la fin. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Vous aurez le support et le replay aujourd'hui si tout va bien, demain si YouTube est un peu plus récalcitrant. Et puis, on va s'accorder le droit, si ça vous va, de déborder un petit peu du format 33 minutes habituel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'apprentissage. Donc, je pense qu'on va peut-être pousser jusqu'à 45 minutes, 40-45 minutes de visio. Et si on voit qu'il y a beaucoup de questions et que ça ne tient pas dans le temps imparti, on se réserve le droit de noter toutes vos questions et d'y répondre ensuite. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous appelez votre CAPEB et on répondra à vos questions, bien sûr. Alors aujourd'hui, on vous accueille donc pour parler Le chat peut-être. voilà, de l'embauche d'un apprenti. Et je laisse la main à Léa. Du coup, tu as précisé qu'ils pouvaient poser des questions Oui, via le chat. D'accord. Donc, bonjour à tous, Léa Martin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du coup responsable du service droit social à la CAPEB. Vous avez peut-être déjà eu affaire à notre service pour des renseignements en droit du travail. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Et si vous nous avez jamais appelé, bah, appelez-nous dès que vous avez une question. On sera très content de pouvoir vous répondre. Aujourd'hui, donc, on fait le tour sur toutes les choses à savoir lorsqu'on embauche un apprenti dans une entreprise artisanale de bâtiment. Vous allez voir, le sujet est intéressant mais complexe, donc on a plein de choses à voir aujourd'hui. Donc on commence, hop, c'est moi. Donc là, c'est les différentes parties qu'on va voir. On va commencer, on va y aller chronologiquement, hein. Donc la partie recrutement. Ensuite, on verra les aides à l'embauche auxquelles vous pouvez prétendre, la rémunération minimale de votre apprenti, les particularités du contrat d'apprentissage, et vous verrez, il y en a quand même pas mal. On s'arrêtera sur les spécificités des apprentis mineurs avec notamment les travaux dangereux qui doivent faire l'objet d'une déclaration à l'inspection du travail. Et on finira par un rappel des autres obligations administratives courantes. Donc, on commence par le recrutement. Le contrat d'apprentissage, il est accessible aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans. Ça, c'est les règles de base, mais il existe en fait des dérogations qui vous permettent d'aller en dessous de cet âge minimum de 16 ans. C'est le cas notamment avec les jeunes qui auraient au moins 15 ans et qui auraient achevé la scolarité du collège. Pour ce qui est des jeunes de 14 ans, parfois vous avez le cas, quand ils atteignent l'âge des 15 ans, il me manque un petit mot, 15 ans avant la fin de l'année civile, ils sont inscrits sous statut scolaire et ils passent en contrat d'apprentissage à partir du moment où ils ont 15 ans. Concernant l'âge maximal, c'est 29 ans. La limite d'âge, elle est portée à 35 ans lorsque on est dans le cas de succession de contrats d'apprentissage. Il y a des conditions à respecter. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'il y a des dérogations possibles jusqu'à 35 ans. Il n'y a aucune limite d'âge pour un contrat qui serait souscrit avec un travailleur handicapé, avec un sportif de haut niveau, pardon, et surtout avec quelqu'un qui aurait un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation serait subordonnée à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, ce qui est le cas beaucoup dans les entreprises artisanales. Le contrat, il est ouvert aux apprentis de nationalité étrangère. Donc là, je vous fais simplement un petit rappel par rapport à ça. Vous pouvez conclure un contrat d'apprentissage avec un étranger s'il est titulaire d'une autorisation de travail, le cas assez classique, qu'il a une autorisation de séjour en France pour la conclusion d'un contrat, qu'il est titulaire une carte de séjour étudiant, ou alors avec un mineur étranger non accompagné, à condition qu'il soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Dans tous les cas, il faut être assez vigilant. Il faut bien vérifier l'autorisation de travail délivrée par le jeune. Donc, il y a une autorisation un contrôle qui est à faire auprès de la préfecture. Vous devez bien être attentif sur la date de fin d'autorisation de travail de votre apprenti.
pour être sûr que son autorisation de travail couvre bien toute la totalité du contrat d'apprentissage. Et puis pour les mineurs sans titre de séjour, on a parfois certaines entreprises qui se retrouvent un petit peu embêtées. Il faut faire attention sur la date du 18e anniversaire parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour et ils deviennent, enfin en fait, ils passent en situation irrégulière en France à partir du moment où ils ont 18 ans. Bon, il y a une période de tolérance dans l'année qui suit leur 18e anniversaire, mais il faut vraiment se poser des questions en amont avant de signer un contrat d'apprentissage qui va vous engager. Comment vous faites pour trouver votre apprenti? Bah, vous contactez le CFA. Il dispose de candidats qui sont en recherche d'entreprise, donc faut pas hésiter à les contacter. Vous pouvez en parler bien sûr à votre réseau et puis bah, il faut le faire savoir. Donc le meilleur moyen, ça est de publier une offre d'emploi. Donc je vous ai mis par exemple sur France Travail, anciennement Pôle Emploi, ou sur Indeed. C'est des sites qui sont plutôt bien relayés sur les moteurs de recherche, mais il en existe plein d'autres. On a même des artisans qui passent par Le Bon Coin ou WestJob, par exemple. Je vous ai mis le lien vers des affichettes personnalisables et des autocollants que vous pouvez mettre directement dans votre entreprise ou sur vos véhicules pour faire savoir justement que vous êtes en recherche d'apprentis. Petit aparté, il faut vraiment que vous ayez en tête que rechercher un apprenti, c'est rechercher un collaborateur pour 6 mois, 2 ans, voire plus, hein, parce que le but, ça peut aussi être de poursuivre après par un CDI. Donc, il ne faut pas négliger ces étapes de recrutement. Vraiment, c'est un recrutement à part entière. On va passer à la rémunération minimale de votre apprenti. C'est important de l'avoir en tête en amont du recrutement pour que vous puissiez avoir une idée du coût financier que va représenter cette embauche. Alors, la rémunération minimale de l'apprenti, elle dépend de 3 choses. Elle dépend de l'âge de votre apprenti, de l'année du contrat d'apprentissage et soit du SMIC, soit du salaire minimum conventionnel à partir du moment où votre jeune a plus de 21 ans. Donc, moins de 21 ans, ça sera un pourcentage en fonction du SMIC. Plus de 21 ans, ça sera toujours un pourcentage en fonction du salaire minimum conventionnel. Le salaire minimum conventionnel à respecter, il va dépendre de la classification de votre apprenti, qui elle-même va dépendre de son expérience passée, éventuellement des diplômes qu'il a déjà acquis dans le BTP. Une des règles, alors ça c'est les règles de base, et après on a une deuxième règle à avoir absolument en tête, c'est qu'il y a une règle de maintien de la rémunération si le précédent diplôme a été réalisé en apprentissage. On ne peut pas repasser l'apprenti à un niveau de rémunération inférieur à ce qu'il avait lors d'un précédent diplôme. Quand là, on vous met première année, deuxième année, troisième année, c'est bien les années de contrat d'apprentissage. Il se peut, par exemple, qu'il fasse un CAP en 2 ans et puis qu'après qu'il enchaîne par une troisième année d'un autre diplôme. La troisième année, elle sera considérée comme première année de ce deuxième contrat d'apprentissage, mais pour autant, on va bien maintenir sa rémunération antérieure. On ne va pas repartir sur un taux relatif à une première année. Donc vraiment, le maintien de la rémunération, c'est une règle de base. Il y a plusieurs spécificités liées au contrat d'apprentissage. La première, c'est celle qui est liée au contrat connexe. Donc, les contrats connexes donnent droit en fait à l'apprenti à une majoration de 15 points par rapport au barème de rémunération légale. Et cette majoration de salaire, elle s'applique quand le contrat d'apprentissage il est conclu pour une durée au plus égal à 1 an, qu'il est conclu pour préparer un diplôme de même nature et de même niveau que celui précédemment obtenu, et que la qualification est en rapport direct avec le précédent diplôme obtenu. Typiquement, il fait un CAP en 2 ans et il fait une mention complémentaire, par exemple, en 1 an, ou un certificat de spécialisation en 1 an. Dans ce cas-là, la loi, elle prévoit qu'on a une majoration liée au contrat connexe. Donc là, je vous ai mis le tableau applicable en deçà. Bien entendu, toujours en respectant la règle du maintien de la rémunération antérieure. Donc si les règles liées au maintien de la rémunération antérieure sont plus favorables que ce tableau-là lié au contrat connexe, vous appliquez le maintien de la rémunération.
Autre spécificité, je vous en ai mis trois autres, les plus courantes, on va dire. La durée d'apprentissage réduite. Donc, lorsque la durée du contrat, elle est réduite, pour tenir compte, par exemple, du niveau initial de compétence de l'apprenti, c'est le cas pour quelqu'un qui aurait fait un bac général et qui se réoriente, par exemple. Dans ce cas-là, l'apprenti, il est considéré comme ayant déjà effectué la durée d'apprentissage dont le contrat a été amputé. Donc là, je vous ai mis un exemple pour un bac pro réalisé en 2 ans au lieu de 3 ans. Vous appliquerez une rémunération liée à la deuxième et troisième année d'apprentissage et pas première et deuxième année. Une règle aussi particulière par rapport aux licences professionnelles qui se préparent en 1 an, mais pour lesquelles on applique une rémunération liée à la deuxième année d'exécution du contrat. Ça, c'est une règle légale pour rendre plus attractif ce diplôme-là. Et troisième spécificité, c'est celle des redoublants. Quand l'apprenti redouble, on lui applique la rémunération liée à la précédente année. Donc, même s'il repart pour une troisième année, là, je vous ai mis un exemple, il redouble, il a fait un CAP en 2 ans, il redouble son CAP, donc il part pour une troisième année d'apprentissage chez vous, mais c'est bien la dernière année, enfin, c'est bien l'année d'une deuxième année d'apprentissage qu'on va continuer à appliquer lors de cette troisième année de contrat. Donc, c'est assez complexe, vous l'aurez compris au niveau de la rémunération. Souvent, on nous demande la grille de rémunération d'un contrat d'apprentissage. Mais il y a tellement de particularités que vraiment, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à soit contacter la CAPEB, soit contacter l'école ou la personne qui vous accompagne pour rédiger le contrat. La rémunération que vous allez mettre dans le contrat, elle vous engage, donc c'est très important de bien connaître ces règles-là en amont. Petit point sur l'aide à l'apprentissage, version 2025. Alors, je dis version 2025 parce qu'elle a été changée en début d'année. Euh, pour les contrats qui sont conclus depuis le 24 février 2025, l'aide, elle est comme ceci. Donc, elle est attribuée pour tous les apprentis préparant un diplôme jusqu'au master, donc l'équivalent du bac plus 5. Il n'y a aucune condition de versement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il y en a par contre pour les plus de 250 salariés, mais je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'est pas concerné aujourd'hui. Le montant de l'aide, il est de 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour rappel, avant, il était de 6 000 euros. Par contre, cette aide reste de 6 000 euros pour les apprentis qui sont en situation de handicap. Dans ce cas-là, si vous êtes concerné par un apprenti en situation de handicap, sachez que cette aide à l'embauche est également cumulable avec les aides de l'AGFIP. Pour plus d'informations, je vous ai mis le lien vers le décret et sinon, bah, n'hésitez pas à nous appeler. Info de dernière minute, on a un projet de décret qui est en cours au niveau du gouvernement. Ce projet de décret, il n'est pas encore adopté. Mais il me semblait important de vous en toucher deux mots quand même. Il prévoit la mise en place d'un reste à charge de 750 euros par apprenti pour les entreprises qui recrutent un apprenti de l'enseignement supérieur. Donc ça concerne les diplômes à partir du niveau Bac plus 3. Donc notamment les licences professionnelles comme on a vu tout à l'heure. Ce reste à charge, il serait applicable à partir des contrats conclus à compter du 1er juillet 2025. Et en fait, il viendrait en déduction de l'aide à l'embauche qu'on a vu tout de suite et qui était de 5 000 euros. Donc, cette information reste à confirmer par rapport à la parution de ce décret. Dans tous les cas, on vous tiendra informé via les CAPEB infos mensuels comme on le fait chaque fois. Au niveau du suivi de l'aide à l'apprentissage, bon, là, c'est un petit schéma pour vous expliquer comment ça se passe concrètement pour ceux qui n'ont jamais eu d'apprenti. Donc, vous êtes ici. L'employeur, vous transmettez le contrat à votre OPCO. Donc, c'est l'organisme chargé du financement de la formation professionnelle, par exemple constructrice dans les entreprises de bâtiments. Donc, vous déposez le contrat. Eux se chargent de faire le transfert auprès des services du ministère du Travail qui vont contrôler l'éligibilité. Et si c'est le cas, ça va déclencher en fait un dossier auprès de l'ASP, c'est l'Agence de services des paiements. Et c'est ce service-là en fait qui va être chargé de suivre votre dossier et de vous indemniser, de vous verser l'aide. Donc, ils vont traiter le contrat. Vous allez avoir un mail de confirmation. Vous allez être invité à vous connecter sur la plateforme Silae.
Et chaque mois, enfin après vous allez transmettre votre RIB, et après chaque mois vous allez envoyer les DSN, et grâce aux DSN, ils vont vérifier que l'apprenti est toujours dans vos effectifs et qu'il a bien touché une rémunération. Et tous les mois, du coup, enfin, ils vont avoir les contrôles de DSN et vous allez avoir les paiements. Le site Silae va vous permettre de suivre justement les paiements et de suivre l'évolution. On va passer aux particularités du contrat d'apprentissage. Hein, je ne sais pas combien je suis rendue de temps, mais... Regarde. Alors, la particularité du contrat d'apprentissage, c'est qu'il a la forme d'un formulaire CERFA. Donc là, je vous ai mis un petit aperçu à droite de l'écran. Le formulaire de contrat d'apprentissage, vous pouvez le trouver directement sur le site du service public. Je vous ai remis le lien sur le PowerPoint, mais souvent, il vous est pré-rempli et puis donné directement par l'école. Comme je vous disais tout à l'heure, ce CERFA, il vous engage, il vaut contrat de travail et tout ce que vous allez mettre dedans va avoir une importance. Donc faites-vous aider en cas de doute. Ce contrat d'apprentissage, il va devoir être signé en 3 exemplaires. Il y aura un exemplaire pour le CFA, un pour l'apprenti et un pour l'entreprise. À noter que si votre apprenti est mineur, vous allez devoir également le faire signer par son représentant légal. Euh, Vous allez devoir transmettre ce formulaire, ce contrat d'apprentissage dans les 5 jours à votre OPCO, donc l'organisme chargé du financement de la formation professionnelle dans votre secteur. Un avenant de... Ah oui, là, je vous ai remis ça pour bien que vous ayez en tête. Il faut faire un avenant dès l'instant que vous modifiez quelque chose par rapport au contrat. Souvent, on oublie, mais c'est important. Ça va être le cas notamment si l'entreprise déménage, si le maître d'apprentissage déménage, si vous changez de SIRET. Donc là, c'est important parce que vu que votre dossier d'aide à l'apprentissage, il a été enregistré sur un SIRET en particulier, si l'entreprise déménage ou que le SIRET change, vous n'allez plus avoir de lien avec le précédent contrat qui ouvrait droit à l'aide et vous n'allez plus avoir les versements de l'ASP. Donc c'est important de bien faire un avenant au contrat d'apprentissage dans ces situations-là. Ah mince. Donc là, je vous remettais que le BTP-CFA des Pays de la Loire a un service contractualisation et ils peuvent vous accompagner gratuitement dans toutes ces démarches. Donc le BTP-CFA des Pays de la Loire, il est présent pour les départements 44, il y a 2 sites en 44. Il est également présent en 49, 72 et en 85. Donc n'hésitez pas à les contacter, c'est un service qui est gratuit. Dans le cadre de l'accueil de votre apprenti, il va falloir désigner sur le contrat un maître d'apprentissage. Alors, son rôle, c'est de favoriser l'accueil et l'intégration du jeune dans l'entreprise, bien sûr lui transmettre son savoir, le former aux règles de l'art, assurer sa formation à la sécurité et aux travaux dangereux et suivre régulièrement ses acquis théoriques et pratiques. Les conditions légales pour être désigné maître d'apprentissage, c'est d'être salarié de l'entreprise ou TNS. Donc, bien sûr, le gérant peut être maître d'apprentissage. Il faut que la personne soit volontaire, majeure et qu'elle offre des garanties de moralité. La deuxième condition, c'est de devoir justifier de 2 années d'expérience en rapport avec la qualification préparée par le jeune, ou alors d'être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui visé par l'apprenti et dans le même secteur d'activité. Donc, soit on a 2 années d'expérience, soit si jamais on n'a pas les 2 années d'expérience, il faut qu'on ait un diplôme équivalent à celui que prépare l'apprenti. Si c'est un salarié, il faut que vous fassiez attention à la classification professionnelle. Bien entendu, si votre salarié il est classé au premier échelon hiérarchique en tant que débutant, sans prise d'initiative et sans aucune responsabilité, ce n'est pas cohérent de lui confier un apprenti à encadrer. Donc, il faut que ce soit cohérent avec sa classification professionnelle. Sinon, le salarié, demander à prétendre à une classification supérieure et donc un salaire supérieur par rapport à la grille conventionnelle. Par exemple, pour les ouvriers du bâtiment, la convention collective, elle prévoit expressément qu'il faut être au minimum au coefficient 230 de la convention collective pour pouvoir encadrer un apprenti. Donc ça, ces règles-là, elles sont vraiment liées à la convention collective, donc liées
au maître d'apprentissage salarié. Bien sûr, si le maître d'apprentissage, c'est le chef d'entreprise, ces questions-là ne se posent pas, en tout cas par rapport à la classification professionnelle. Vous avez la possibilité de faire signer aux maîtres d'apprentissage et aux jeunes une charte d'engagement qui a été rédigée par la CAPEB. Donc là, je vous ai mis le lien également si vous souhaitez la télécharger. Petite info également à savoir, un maître d'apprentissage peut former jusqu'à 2 apprentis en même temps et un redoublant. L'indemnisation du maître d'apprentissage. Alors ça, c'est une spécificité liée à la convention collective du bâtiment. Donc si vous êtes une entreprise de travaux publics, vous n'êtes pas concerné. Cette indemnité, elle est prévue par la convention du bâtiment. Elle est réservée aux salariés qui seraient maîtres d'apprentissage à condition qu'ils aient obtenu la certification maître d'apprentissage confirmé. Donc c'est ce qu'on appelle la certification MAC. Cette certification, elle est délivrée par un organisme. Si votre salarié est concerné, il peut bénéficier, enfin, il doit bénéficier d'une indemnité MAC qui est fixée en 2025 à 300 euros par an et par apprenti encadré. Donc, s'il encadre 2 apprentis, 600 euros, si les calculs sont bons. Ce montant, il est renégocié chaque année en même temps que les grilles de salaire. Donc, il évolue chaque année, quand les grilles de salaire évoluent, bien entendu. Les modalités de versement, donc par exemple le nombre de versements, la date de versement, etc., c'est librement défini par l'employeur. Et cette indemnité, je le répète, elle est facultative pour ceux qui n'auraient pas la certification MAC. Autre particularité de l'apprentissage, c'est que la visite médicale, elle doit avoir lieu avant l'affectation au poste pour tous les apprentis mineurs et pour les apprentis majeurs devant bénéficier d'un suivi individuel renforcé, c'est-à-dire les apprentis majeurs qui seraient affectés à un poste à risque. Pour les autres apprentis majeurs, donc non affectés à des travaux dangereux, la visite, elle peut avoir, comme pour les autres salariés, dans les 2 mois qui suivront la prise de poste. Pardon. Alors, vous êtes peut-être dépendant d'un service santé au travail qui a pas mal de retard. Si c'est le cas, vraiment prenez soin de faire votre demande de visite médicale par écrit pour conserver une preuve de votre bonne foi et avoir la preuve que le défaut de visite médicale avant l'embauche n'est pas lié à votre entreprise, mais à un manquement du service de santé au travail. Alors, pour ceux qui se posent la question de savoir quel est l'impact quand on est en suivi individuel renforcé et puis qui se demandent la périodicité un peu des visites médicales, je vous ai remis la fiche récapitulative qu'on a fait sur le suivi médical des salariés. Donc, vous verrez, les apprentis mineurs, ils sont concernés par les petits logos moins de 18 ans. Au niveau des congés, l'apprenti doit être affilié à la caisse des congés payés, sauf pour les contrats d'1 an et plus, où là, vous avez possibilité de demander une dérogation pour pas affilier votre apprenti à la caisse des congés payés. On a souvent la question, mais les apprentis bénéficient bien des congés pour événements familiaux comme pour les autres salariés de l'entreprise. Et la particularité, c'est qu'ils ont 5 jours ouvrables de congés supplémentaires rémunérés pour préparer leurs examens. Ces jours de congé, ils sont à prendre dans le mois précédant l'examen. Une autre spécificité, c'est la période d'essai de 45 jours que vous avez en tout début de contrat. Donc, c'est les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise. Donc, c'est-à-dire que s'il commence par l'école et qu'il vient chez vous ensuite, vraiment, on ne décompte que les jours de formation pratique chez vous en entreprise. On enlève les jours de formation. Pendant cette période, il faut vraiment que vous soyez vigilant à l'intégration de votre apprenti. Parce que si ça se passe mal, vous avez la possibilité de rompre le contrat de façon unilatérale, par courrier et sans motif. Passer ce délai de 45 jours, on le verra, c'est plus contraignant. C'est la date d'envoi ou de remise en main propre du courrier qui va faire foi par rapport à la date de rupture. Et veillez à bien conserver les justificatifs qui montreraient qu'il y a des périodes d'absence en fait. Parce que les périodes d'absence, elles viennent en déduction, enfin, elles décalent d'autant le terme de ces 45 jours et le terme de cette période d'essai. Donc, pensez bien à conserver tous ces justificatifs. Au-delà des 45 jours de formation pratique, il reste quand même possible pour vous de rompre le contrat d'apprentissage, mais dans des conditions beaucoup plus encadrées par la loi. Alors, le cas le plus simple, c'est le commun accord entre les parties.
Donc, si vous êtes d'accord avec l'apprenti pour mettre un terme au contrat d'apprentissage, la procédure, elle est assez simple en fait, hein. Vous signez un avenant au contrat d'apprentissage, enfin, un document écrit qu'on peut d'ailleurs vous transmettre. Et puis la rupture, elle est sans préavis, sans indemnité. Il faut simplement après transmettre le justificatif, enfin le document signé au CFA et à Constructif. Donc ça, cette partie-là, elle est assez simple à mettre en œuvre si tout le monde est d'accord. La rupture, elle peut aussi avoir lieu à l'initiative de l'apprenti. C'est le cas notamment lorsqu'il obtient son diplôme. Dans ce cas-là, il doit vous informer un mois à l'avance qu'il souhaite mettre un terme à son contrat. Il peut aussi rompre son contrat à tout moment, même s'il n'a pas encore obtenu son diplôme. Mais là, dans ce cas-là, il doit solliciter au préalable le médiateur consulaire. Et après avoir saisi le médiateur consulaire, il devra respecter un préavis de 7 jours. La rupture peut également être à l'initiative de l'employeur dans les cas suivants. Donc, si votre apprenti est exclu de façon définitive du CFA, s'il a fait une faute grave, donc forcément ça s'apprécie de façon très restrictive, hein, parce que votre apprenti il est en formation, donc il a le droit à l'erreur, entre guillemets, mais ça peut être le cas en cas de faute grave. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, en cas de décès de l'employeur ou de force majeure. Dans tous les cas, si vous avez des questions, on peut vous accompagner dans ces démarches. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On va passer aux spécificités liées aux apprentis mineurs. Donc, il y en a principalement deux. Je vous ai fait un récapitulatif des règles en matière de durée du travail pour les mineurs. Donc, pour les apprentis majeurs, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés. Mais par contre, les apprentis mineurs, normalement, ils sont limités à 8 heures de travail par jour et 35 heures de travail par semaine. Il y a quand même une dérogation qui existe dans les entreprises du secteur du BTP et du paysage. Elle ne concerne que les apprentis qui travaillent sur chantier. Donc, ces dérogations-là ne concernent pas vos apprentis qui seraient dans les bureaux. Pour vos apprentis mineurs qui sont sur chantier, ils ont la possibilité de faire jusqu'à 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Mais attention, parce que quand vous dépassez les 8 heures par jour, ça donne droit à l'apprenti à un repos compensateur. Donc, vous n'avez pas possibilité de payer ce repos compensateur. Et les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, elles devront être intégralement récupérées également avec la majoration de 25% liée aux heures supplémentaires. Donc il y a vraiment une double récupération. Les deux récupérations se cumulent. Dans les faits, on a tendance à vous conseiller de ne pas dépasser les 8 heures par jour pour ne pas vous retrouver avec des montants de récupération qui deviendraient compliqués pour l'apprenti à poser. Dans tous les cas, la durée de travail de l'apprenti ne peut pas dépasser celle d'un ouvrier adulte de la même entreprise. Et particularité également pour les mineurs, au-delà de 4h30 de travail, l'apprenti doit bénéficier de 30 minutes de pause minimum consécutive. Alors qu'on est, pour les majeurs, pour rappel, on est à 20 minutes toutes les 6 heures. La particularité des apprentis mineurs, c'est que, il y a tout un tas de travaux qui sont interdits et d'autres travaux qui sont réglementés. Donc là, c'est un tableau synthétique des principaux travaux interdits et réglementés. On va voir un petit peu plus dans le détail des exemples concrets auxquels vous pouvez être exposés. Ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un apprenti mineur qui est dans votre entreprise, dans quasiment 90% des cas, vous risquez d'être confronté à des travaux dangereux ou des travaux réglementés. Parce qu'on va le voir dès l'instant qu'il va utiliser des machines potentiellement coupantes, tranchantes, etc. Vous allez en fait devoir faire une déclaration. Donc dans le bâtiment, on est quand même bien souvent concerné. Si vous voulez plus de détails par rapport au tableau à la liste des travaux interdits, je vous ai mis le lien vers l'instruction en question. Donc, dans le cas où l'apprenti mineur, il réalise des travaux réglementés, vous allez devoir adresser une déclaration de dérogation à l'inspection du travail. Donc, pour rappel, auparavant, c'était une demande de dérogation qu'il fallait faire. Et maintenant, c'est une déclaration de dérogation. C'est-à-dire que ça n'appelle pas de réponse de l'inspection du travail, ni d'accord ni de refus. On fait la déclaration et elle est valable pour 3 ans. Pardon.
Cette déclaration, elle est collective, donc elle va concerner tous les jeunes que vous allez accueillir en apprentissage dans l'entreprise. Vous n'avez pas une déclaration à faire par apprenti. Dès l'instant qu'il y aura des modifications, ça peut être par rapport à une nouvelle machine que vous allez avoir dans l'atelier, ça peut être par rapport à une nouvelle activité ou une nouvelle formation, un type de formation que vous n'accueillez jusqu'à présent pas dans votre entreprise. Vous devez faire une modification de cette déclaration dans les 8 jours auprès de l'inspection du travail. Les conditions préalables pour pouvoir accueillir un jeune sur des travaux dits dangereux, c'est d'avoir fait votre DUR, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, d'avoir informé le jeune sur les risques, donc c'est-à-dire lui avoir délivré une formation adaptée, bien sûr d'assurer son encadrement par une personne compétente, et puis avoir obtenu un avis médical d'aptitude. Donc ça, c'est le détail est mis dans la fiche dont je vous ai donné la référence au préalable, mais il y a un avis d'aptitude qui est obligatoire avant l'embauche et qui sera renouvelé tous les ans. C'est ce qu'on appelle le suivi individuel renforcé. Les formulaires de dérogation sont disponibles directement sur le site internet du service public. Donc, il y a également une notice qui vous aide au remplissage. On va passer rapidement sur le formulaire parce que je n'ai pas le temps de trop détailler, mais je vais essayer de vous donner deux, trois exemples concrets pour que vous puissiez avoir les premières bases et pour savoir comment compléter en fait ce formulaire-là. Donc, la petite chose à avoir en tête, souvent vous nous posez les questions, en haut du formulaire, là vous voyez, on vous demande les intitulés des formations professionnelles. Ayez bien en tête qu'on reste sur une déclaration collective. Donc là, vous allez lister en fait les différents diplômes pour lesquels vous accueillez éventuellement des apprentis dans votre entreprise. Donc, faut pas hésiter à avoir large par rapport à la liste des diplômes. Ça vous évitera de devoir faire une modification de la déclaration après. Ici, c'est pareil. Les personnes encadrant les jeunes, bah, vous allez mettre, par exemple, le chef d'entreprise ou des personnes de niveau 4 P1, par exemple. Vous n'allez pas nommer une personne en particulier. Et puis, les adresses des différents lieux de formation. Et ensuite, le tableau, enfin le formulaire de dérogation, il se présente comme ça. Vous avez une colonne source du risque, une colonne avec tous les travaux interdits soumis à la dérogation. Et après, vous allez venir cocher lorsque l'apprenti mineur est concerné. Soit il est exposé dans les locaux de l'entreprise, dans ce cas-là, c'est la première colonne. Soit il est exposé sur un chantier extérieur, dans ce cas-là, c'est la deuxième colonne. Alors, après, je vous ai détaillé dans le diapo les principaux risques qu'on rencontre quand on accueille un apprenti du bâtiment, un apprenti mineur du bâtiment. Par exemple, les travaux exposant à des agents chimiques dangereux, vous allez être concerné dès l'instant que vous allez être sur des produits avec ces pictogrammes-là. Donc, en fait, bien souvent, la totalité des produits que vous allez utiliser. Si vous avez un doute par rapport à la dangerosité de votre produit, bah, référez-vous aux fiches de données qui vous sont transmises par le fournisseur où vous allez avoir tous les pictos et le détail par rapport aux, aux agents chimiques dangereux. La conduite d'équipements de travail mobile ou de levage. Donc là, c'est pareil, hein, dès qu'il est concerné, vous cochez. Attention, cette déclaration, elle ne vous exonère pas de votre obligation de le former. Donc, il va falloir, comme les autres salariés, lui délivrer par exemple un CACES et bien sûr une autorisation de conduite. Ça ne change pas, c'est lié à tout salarié. Vous êtes voilà, concerné dès l'instant qu'il va utiliser des équipements de travail potentiellement dangereux. Donc bon, on a mis des exemples ici. Vous allez vous rendre compte que bien souvent, dès l'instant qu'il a une perceuse dans les mains, on est obligé de faire la déclaration de travaux dangereux. Les travaux sur échafaudage également. Vous allez être concerné dès l'instant qu'il va y avoir un montage, démontage d'échafaudage. Et puis les appareils sous pression. Donc là, je vous ai mis cet exemple-là parce que souvent on l'oublie, mais les peintres sont concernés. La dernière page de la dérogation, sur la page numéro 3, vous allez avoir en fait un tableau dans lequel vous allez lister tous les équipements de travail que le jeune va devoir utiliser dans le cadre de son apprentissage. Et ici, vous allez mettre la nature des interventions. Voilà. Par exemple, bah,
il se sert d'une perceuse pour les percements. Voilà. Vous êtes obligé de lister tout ça. Donc, il se sert d'une scie à format pour les découpes. Ça semble tout à fait ridicule, mais il faut le faire dans la page numéro 3 de la déclaration. Les autres formalités. Alors, ça, c'est un petit rappel, mais comme pour tout salarié de l'entreprise, il faudra penser à demander la carte BTP si, il travaille sur chantier, compléter le registre unique du personnel, lui verser les indemnités de petits déplacements ou de grands déplacements prévus par votre convention collective. Parfois, on pense qu'ils ne sont pas concernés, mais ils sont bien concernés par ces dispositions. L'affilié à la prévoyance, la retraite complémentaire et la mutuelle, sauf s'il bénéficie d'une dispense d'affiliation. L'affilié à la caisse des congés payés, sauf comme on a vu tout à l'heure, si vous demandez une exonération d'affiliation pour les contrats de 1 an et plus. Vous procurez bien sûr la convention collective pour lui mettre à disposition et lui tenir également à disposition le DUR, la convention collective on l'a mis, et organiser son suivi médical. On peut vous accompagner dans toutes ces démarches, encore une fois, donc n'hésitez pas. Il va falloir soigner particulièrement l'accueil sécurité de votre salarié. Alors, ce n'est pas une particularité liée au contrat d'apprentissage, mais on va avoir tendance à vous conseiller de particulièrement être vigilant par rapport aux apprentis qui ne connaissent pas les risques du métier et qui sont en apprentissage à tout niveau, y compris par rapport aux règles de sécurité. Donc ici, je vous ai mis des références par rapport à des ressources qui peuvent vous intéresser. Vous avez accès sur le site de l'IRIS-ST à des fiches EPI par métier. Donc là, je vous ai mis un petit visuel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça peut tout à fait être une fiche que vous donnez à votre apprenti pour le sensibiliser au port des EPI dans le cadre de son métier qu'il est en train d'apprendre. Euh, Dans tous les cas, on vous conseille de faire signer à votre salarié et puis à votre apprenti hein, une attestation lorsque vous lui remettez des EPI. Ça permet de prouver que vous avez rempli votre obligation par rapport à la fourniture de ces équipements et ça permet de lui rappeler par écrit qu'il a l'obligation de les porter dans le cadre de son travail. L'accueil sécurité, il peut être formalisé grâce à un guide qui est disponible sur le site de l'OPPBTP qui va vous permettre de lister en fait les différents points abordés avec votre salarié. Donc ça, c'est pas spécifique à l'apprenti, hein, mais ça vous permet de lister et de formaliser le fait que vous avez pris un temps d'échange spécifique à la sécurité avant de le faire travailler dans votre entreprise. Et vous avez également un guide qui a été établi par la CAPEB et l'IRIS-ST. C'est comme un livret d'accueil, mais qui est très orienté sur la sécurité et que vous pouvez également remettre à votre jeune quand il arrive dans l'entreprise. Toutes les informations qu'on vient de voir dans le cadre de ce webinaire, elles sont condensées dans un guide que vous allez recevoir dans la prochaine CAPEB Info. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà... alors, vous la recevrez demain. Vous avez également un lien directement pour y avoir accès ici. Mais c'est une checklist qui reprend pas mal des points qu'on a vus ensemble aujourd'hui et qui vous permet d'avoir un pense-bête quand vous accueillez un apprenti. S'il s'agit de votre premier apprenti et de votre premier salarié, vous allez devoir établir des bulletins de salaire. Alors sachez que à la CAPEB, on a également un service paye qui établit les bulletins de salaire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est spécialisé dans le bâtiment et puis on peut tout à fait vous accompagner pour établir les bulletins de salaire de votre futur apprenti. On a fait le tour de ce webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées Dans le chat. Alors, c'est pas une question, mais c'est une expression libre. Alors, je vais vous la partager. Après vos explications, cela ne donne pas envie de prendre un apprenti. Alors, bon, il y a des spécificités liées aux apprentis mineurs qui sont assez lourdes. Mais si on enlève les spécificités liées aux apprentis mineurs, qui peuvent faire un peu peur, notamment par rapport à la déclaration des travaux dangereux, l'apprenti majeur, ça reste un salarié un peu plus classique à gérer. Donc, je ne sais pas si ça vous donne plus envie de recruter un apprenti. Alors, ça fait beaucoup d'informations, enfin, on en est tout à fait conscient. Hein. On a fait le tour en un peu plus de 30 minutes de plein de choses.
Donc là, le but, c'est pas que vous soyez expert du contrat d'apprentissage. Voilà, c'est vraiment de vous donner des points d'alerte, des points de vigilance pour que vous vous disiez, ah mince, là, il y a peut-être une particularité. J'appelle la CAPEB pour en savoir un petit peu plus, savoir si s'il n'y a pas quelque chose de spécifique à faire ou qu'on me rappelle tout à fait, enfin, par exemple, les règles à appliquer, quoi. Tout à fait. Ah, ça m'a convaincu que certains quand même. Alors, Bon, j'ai pas dégoûté tout le monde, a priori. j'ai envoyé la déclaration de dérogation hier en accusé avec réception, recommandé. Si j'ai bien compris, je ne recevrai aucun retour de l'adresse. Oui, donc non, en effet, vous envoyez la déclaration de travaux dangereux à l'inspection du travail en recommandé avec accusé réception ou par mail, mais vous n'allez pas recevoir d'accusé spécifique de leur part, parce que c'est une déclaration et c'est pas une demande, donc ça n'appelle pas de réponse. Par contre, vous conservez bien les accusés d'envoi et les accusés de réception de votre déclaration dans votre dossier. Comme on disait, c'est valable pendant 3 ans, donc là, il faut se mettre un rappel pour devoir la refaire dans 3 ans, et puis bien conserver ça dans votre dossier. Quand vous faites une déclaration travaux dangereux pour les mineurs, forcément, si demain vous avez un contrôle de l'inspection du travail, on vous demandera de ressortir cette déclaration et la preuve de transmission à l'inspection du travail. Et pareil en cas d'accident, ça va être un des premiers documents qu'on va vous demander. Avec le DUR et la déclaration de travaux dangereux, ce sera systématiquement demandé, surtout s'il y a un mineur en jeu. Alors oui, les supports, vous allez les avoir. Sachez que nous, en fait, on envoie les supports à toutes les entreprises qui se sont inscrites au webinaire. Si toutefois vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à le redemander à votre CAPEB parce que peut-être vous êtes venu assister à la CAPEB sans nous avoir au webinaire, pardon, sans nous avoir prévenu à l'avance. Si vous recevez rien dans les jours qui viennent, vous nous passez un petit coup de fil, vous nous faites un mail et on vous renvoie le support, bien sûr, sans problème. Alors, question, si le gérant est non salarié, est-ce qu'il peut être maître d'apprentissage? Oui, vous pouvez tout à fait être maître d'apprentissage à condition d'avoir soit 2 années d'expérience, soit d'avoir un diplôme au moins équivalent à celui préparé par votre apprenti. Alors, j'ai mis le CFA de Saint-Brévin euh, comme dans la déclaration d'apprentissage. Hmm. Si je reprends notre entreprise, un autre apprenti, pardon, dans un autre CFA, est-ce que je dois refaire une demande? Normalement, oui, il faut que vous fassiez la modification de déclaration euh, auprès de l'inspection du travail en rajoutant les nouvelles formations. Si toutefois c'est le CFA qui établit le contrat d'apprentissage, qui est-ce qui envoie le contrat à l'OPCO? Alors là, il faut que vous regardiez si c'est dans le cadre du notamment BTP CFA, le service contractualisation. Normalement, c'est eux qui transmettent le contrat à l'OPCO. Mais si vous avez un doute, vous les contactez pour être sûr que ce soit bien fait dans les 5 jours. Est-ce qu'on fait qu'une seule déclaration, même si nous avons plusieurs apprentis mineurs qui ne sont pas dans les mêmes écoles? Alors oui, en effet, vous faites une seule déclaration. Hop, je me permets Attends, juste. on va juste remettre en haut. Voilà. Hop, hop, on revient ici. Je suis passée un petit peu vite tout à l'heure. Ici, là, quand vous êtes sur la deuxième page de la déclaration, en fait, vous allez lister toutes les formations qui sont concernées et les adresses des différentes formations connues. Donc vraiment, c'est une déclaration collective. Vous en faites une pour tous vos salariés. Alors, si jamais vous en avez fait une et que vous avez oublié d'en faire pour un autre salarié, c'est pas grave, vous allez en refaire une nouvelle, quoi. Si l'apprenti rompt son contrat au bout de 6 mois, est-ce qu'on garde les aides pour le temps passé? Alors, vous gardez les aides qui ont déjà été versées mensuellement, mais par contre, elles s'arrêteront d'être versées à partir du moment où il n'y aura plus de rémunération. Concernant les 5 jours de congés supplémentaires pour les examens des apprentis, cela se passe-t-il? Est-ce qu'il faut faire une demande à la caisse de congé, oui, caisse de congé, ou accorder les 5 jours à la demande de l'apprenti? Non, ces 5 jours, ils ne sont pas indemnisés par la caisse des congés payés. Donc, c'est indemnisé directement par l'employeur. Vous n'avez pas de demande à faire à la caisse. C'est pas, en fait, c'est des jours d'absence, pas vraiment des jours de congé. Oui, c'est pas des... Ouais, en effet. Alors, c'est pas des... On appelle ça des jours de congé, mais c'est pas des congés payés au Hmm, sens de la caisse des congés payés. Donc, c'est en effet un petit peu comme des jours de congés événements familiaux ouais. qui vont être pris directement en charge par l'employeur et qui vont pas être indemnisés par la caisse. Alors, j'ai fait l'année dernière la déclaration, je l'avais envoyée par recommandé. Ils m'ont en retour dit de vouloir dorénavant le faire par voie dématérialisée. Mm.
Alors en effet, hein. Alors même pour vous, ça simplifie si vous envoyez en dématérialisé. Mais les deux sont normalement possibles sur les notices. C'est marqué qu'on peut aussi faire en recommandé. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. C'est quoi le lien en dématérialisé? Alors, c'est pas un lien en particulier, c'est une adresse mail. Alors, éventuellement, je pourrais le rajouter dans le PowerPoint. Je peux vous le rajouter dans le PowerPoint avant qu'on vous l'envoie, Ouais. les différents liens. J'ai un apprenti en troisième redoublant. Est-ce normal de n'avoir pas eu d'aide? D'où ma Euh, question à la déclaration, ouais, d'accord. c'est bon. Alors, vous avez l'aide, elle est octroyée pour la première année de contrat uniquement. Donc, si vous avez un apprenti qui a redoublé, ce n'est pas une première année de contrat d'apprentissage, donc vous n'avez pas le droit à l'aide. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. On arrive à trois quarts d'heure de webinaire. On s'était engagé, pardon, à ne pas trop dépasser. Ce que je vous propose, déjà, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ce que je vous propose, c'est que s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter votre CAPEB encore une fois pour qu'on y réponde. Léa ne l'a pas dit, mais souvent, vos questions sont très spécifiques, soit à votre entreprise, soit au statut de votre apprenti. Mm, Donc là, Léa vous a donné toutes les grandes règles, mais il y a forcément des choses qui peuvent être très variables en fonction voilà, des... notamment par rapport à la rémunération. C'est Ouais. vrai que là, je vous ai mis les règles de base, mais il y a beaucoup de cas particuliers, Mm, quoi. tout à fait. Je vous remercie en tout cas d'être resté avec nous tout ce temps. Je vous indique déjà le prochain 33 minutes, ce sera sur le travail par forte chaleur. On ne désespère pas qu'il va faire beau et chaud cet été. Et ce sera le service de santé au travail qui l'animera. Ce sera mi-juin, le 12 juin, très exactement. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir.